Respecter l'image et la représentativité du genre dans les rédactions, c'est le contenu de la charte signée ce matin à la Maison de la Presse par les médias du Mali. Une charte qui exige aussi des médias le droit des femmes de presse à l'information et à l'expression. Réchauffement des liens entre le Mali et le Fonds monétaire international. Le ministre de l'économie et des finances en visite à Washington a rencontré Christine Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire international, qui a donné les assurances nécessaires quant à la volonté d'accompagner notre pays. Début dans la capitale du Kénédougou de la première édition du Festival international artisanal et culturel de Sikasso. L'initiative de l'association des tailleurs de Sikasso enregistre la participation de nombreux pays de la sous-région. Bonsoir et bienvenue au journal sur l'ORTM. Le vice-ministre saoudien de la Défense a effectué aujourd'hui une visite éclair au Mali. Mohamed Alaïch dit venir confirmer l'excellence des relations bilatérales entre son pays et le Mali, surtout en matière de défense. Il a été reçu en audience par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. L'entretien entre le chef de l'État et son hôte a porté sur la situation au Mali et l'intervention militaire en cours au Yémen, conduite par l'Arabie Saoudite. Le compte rendu de Bourama Traoré. Le chef de l'État et son hôte s'entretiennent pendant une quarantaine de minutes. Sécurité et renforcement de la coopération bilatérale ont dominé les échanges. Occasion pour le vice-ministre saoudien de la Défense de revenir sur l'objet de sa visite au Mali. C'est de confirmer l'excellence des relations existantes entre nos deux pays, et singulièrement en matière de défense. Nous avons passé en revue la situation de la coopération en matière de défense entre nos deux pays, ainsi que la situation qui prévaut actuellement au Yémen. L'Arabie Saoudite et le Mali ont toujours entretenu une coopération dynamique et constante. L'illustration, c'est bien la crise multidimensionnelle qu'a connue notre pays en 2012, pendant laquelle le Royaume n'a jamais rompu son appui au Mali. On se souvient. Pendant toute la période de la crise, nous avons bénéficié de l'appui de l'Arabie Saoudite, tant sur le plan politique en interne que sur le plan humanitaire, sur le plan diplomatique au niveau international. Donc aujourd'hui, c'est normal que le vice-ministre de la Défense vienne nous voir, nous entretenir de la situation qui prévaut donc, dans leur région, à savoir au Yémen, et la nécessité que le gouvernement saoudien a perçue. Donc de faire intervenir sa force aérienne. Et donc c'est une situation qui certainement va produire des développements qui concerneront le Mali. Nous faisons face au même ennemi globalement. Un mal global qui nécessite une réponse globale. En tout cas, le vice-ministre saoudien de la Défense quitte Koulouba avec cette conviction, celle d'une parfaite convergence de vues entre son pays et le Mali en matière de lutte contre le terrorisme. Les médias du Mali se sont engagés à respecter l'image et la représentativité du genre dans les rédactions. La signature de la charte a eu lieu ce matin à la Maison de la Presse de Bamako. Cette charte signée exige aussi des médias le droit des femmes de presse à l'information et à l'expression. Reportage de Modibo Mariko. Une charte qui marque un tournant dans l'épanouissement de la femme en général au Mali et des femmes des médias en particulier. Un livret de 30 feuilles à travers lesquelles les médias du Mali s'engagent à respecter l'image et la dignité de la femme, à préserver ses droits à l'information et à l'expression et à lui donner toute sa place dans les organes médiatiques et domaines connexes. Une somme de points de ce document qui constitue un pas de plus dans le traitement des femmes des médias, mais élaboré dans un partenariat total. L'acte de signature de la charte est un témoignage grandeur nature notre engagement à promouvoir l'équité genre. C'est aussi et surtout pour marquer notre adhésion à la politique nationale du genre du Mali et à partir de maintenant, nous allons mener un vaste plaidoyer sur la question. Les médias ne pourront pas à eux seuls changer les choses, mais il est important selon les partenaires qu'ils montrent l'exemple. Les médias ne sont pas à l'origine des inégalités, mais ils les reproduisent, en ne montrant que très rarement les femmes dans des rôles valorisants, en ne les convoquant quasiment jamais comme expertes, ou en ne leur donnant que très peu la parole. Les médias peuvent aussi alimenter ces inégalités à travers un traitement peu professionnel de certains sujets dits sensibles, en résistant à la responsabilité à qualité égale. C'est pour cela qu'il est important qu'ils s'engagent. Les médias s'engagent ainsi dans une voie ouverte par le Mali. Selon les représentants du gouvernement, la signature de cette charte entre en droite ligne de la politique nationale du genre. Vous comprendrez qu'il ne s'agit ni plus ni moins que d'un engagement pour le respect de l'équité du genre
dans les médias, soit une politique nationale que vous-même les journalistes décidez de vous imposer volontairement. Je saisis l'occasion pour vous rappeler que le gouvernement est dans la même logique que vous, ainsi que l'atteste la formulation de la politique nationale genre PNG. De notre point de vue, l'égalité entre l'homme et la femme ne signifie pas l'abolition de toute différence entre les deux, mais plutôt l'exercice plein et entier de leurs droits, de leurs devoirs, j'allais dire de leurs responsabilités. La femme s'épanouit dans un environnement qui la respecte et la société a tout à gagner. La conviction l'a mieux partagée au cours de cette cérémonie. Mais une chose est de signer une charte, une autre est de l'appliquer. Sur ce dernier point, les femmes des médias promettent de veiller particulièrement. Voilà, nous restons avec la presse. Cette conférence débat à Caille sur la responsabilité et les devoirs des journalistes dans la gestion de la crise au Mali. La conférence était animée par le président de l'association des éditeurs de la presse privée et a regroupé les journalistes, animateurs, promoteurs de radio et journaux de Caille. La correspondance de Jafar Aïdara. Cette conférence débat première du genre du président de l'ACEP en région de Caille portait sur la responsabilité et devoir des journalistes dans la gestion de la crise au Mali. Quel doit être le comportement du journaliste en temps de crise? Que doit-il dire ou écrire? Quand doit-il s'abstenir d'agir? Le journaliste doit-il prendre parti dans un conflit? Si oui, dans quel cas? Ce sont là quelques questions auxquelles Brahma Fall a répondu. Débattre sur la responsabilité du journaliste en temps de crise dans un contexte de crise peut paraître mal aisé pour les premiers concernés, à savoir nous journalistes. On verra en effet que ces derniers, je vais parler de nous, dans une telle période, non seulement sont acteurs de par leur métier, mais sont également sujets en tant que simples citoyens. Au cours de cette conférence, le président Brahma Fall s'est appesanti sur la sensibilité d'une information secret défense. Pendant la période de crise, toutes les informations ne peuvent pas être diffusées. Ce, pour un certain nombre de raisons, notamment le secret de défense, les raisons d'État, la loi et les droits de l'homme, la nature d'un fait, les risques qu'on pourrait faire courir à des innocents. M. Fall a aussi donné d'amples informations sur l'autocensure. Les identités, nationales et ethniques notamment, entraînent des guerres, des massacres et des violences. C'est dire que l'information de guerre a un caractère dramatique et émotif. En reportant et en rapportant les horreurs et images de guerre, les journalistes se trouvent en face de sa propre conscience. Cette conférence a été aussi l'occasion pour les journalistes, animateurs et promoteurs de radio et journaux d'échanger sur la déontologie. Il est ressorti enfin de cette conférence la nécessité de renforcer les capacités des médias afin qu'ils puissent s'exprimer et soutenir la cohésion sociale. Réchauffement des liens entre le Mali et le Fonds monétaire international en visite à Washington. Dans le cadre de la 3e réunion sur la facilité élargie de crédit, le ministre de l'économie et des finances s'est entretenu hier avec la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, a donné les assurances nécessaires quant à la volonté de son institution d'accompagner notre pays. Ce qui est de bon augure pour les discussions qui s'engagent entre les experts. Le compte rendu de Salif Sanogo depuis Washington. Pour sa première visite au Fonds monétaire international en sa qualité de ministre de l'économie et des finances, Mamadou Igor Diarra a été reçu en audience par Christine Lagarde en personne. Un privilège rare qui traduit l'entente cordiale qui règne désormais entre cette institution de Bretton Woods et le Mali. Les échanges fructueux qu'ont eu les deux personnalités devraient permettre aux experts d'avoir des discussions franches et sereines, cela dans le cadre de la 3e réunion sur la facilité élargie de crédit. À 2 semaines de la tenue des assemblées de printemps de la Banque mondiale et du FMI, la voie est désormais balisée pour un plus grand appui à l'économie malienne. Toujours dans la capitale fédérale américaine, signalons que le ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières vient également de boucler sa mission. Mohamed Ali Bachili, qui a pris part au colloque organisé par la Banque mondiale sur la problématique de la gestion foncière sur le continent, s'est largement expliqué sur les réformes engagées par le Mali. Au micro de Salif Sanogo, il revient sur les grandes lignes de cette réforme qui a bénéficié de l'appui de nombreux partenaires.
Notre réforme est au cœur de beaucoup de débats ici et les gens ont souhaité que nous en parlions le plus amplement possible parce que, d'autre part, et c'était la deuxième raison que j'allais évoquer tout à l'heure, la terre est un facteur de développement. La gestion de la terre participe très amplement à l'émergence des pays, très amplement à la création des richesses. Encore faudrait-il gérer cela en ayant en tête les orientations et les directions qu'on souhaite prendre et qu'on souhaite donner aux terres dans leur affectation. Donc la réforme du Mali est une réforme à la fois qui est transversale à l'urbain et au rural. Donc la loi d'orientation agricole au Mali, toutes les perspectives de création d'un foncier agricole, toutes les créations de meilleure maîtrise de l'urbanisme, la création d'un cadastre comme outil de gestion, ou en tout cas des éléments qui peuvent permettre de façonner le cadastre, sont autant de points que le Mali a engrangés et nous constatons que par rapport à d'autres, nous sommes vraiment dans le rythme de la réforme telle qu'on le souhaite dans l'avenir pour que nos économies puissent se structurer autour du foncier et permettre un développement agricole, mais aussi un développement harmonieux des villes pour que la terre échappe à la spéculation gratuite et à la spéculation qui entraîne parfois avec elle la corruption. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale a bouclé sa visite de 48 heures à Addis Abeba en Éthiopie par un déjeuner offert aux ambassadeurs de la CEDEAO, plus la France, le Tchad et la Namibie, en présence du commissaire paix et sécurité de l'Union africaine. Il s'agissait de partager avec les plénipotentiaires et les invités la vision de notre pays sur les accords d'Alger. Hier, Abdoulaye Diop était invité à prendre part à la 496e session du Conseil paix et sécurité qui a examiné le rapport de la présidente de la Commission sur le projet de paix intermalien d'Alger. Retour sur cette 496e réunion du CPS avec notre correspondant à Addis Abeba, Alassane Diombele. C'est pour rencontrer les membres du CPS de Visus, écouter le rapport ô combien important de la présidente de la Commission sur les pourparlers de paix intermalien d'Alger et faire passer le message de paix du Mali que le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale a fait le déplacement d'Addis Abeba. Son Excellence Abdoulaye Diop a d'abord suivi avec attention la présentation du rapport par le haut représentant de l'Union africaine pour le Sahel et le Mali. Pierre Bouyoya a fait la genèse de ces négociations d'Alger du premier au 5e round en passant par les différentes pauses jusqu'à l'élaboration du document final et son paraphe par le gouvernement du Mali, certains groupes armés et les partenaires. Pour lui, le document élaboré après d'âpres négociations est un bon compromis. Concordance de vue entre le rapport de la présidente et le Mali. Pour le ministre Diop, le document est un compromis qui peut bien nous permettre d'avancer vers la paix, d'où ces demandes formulées à l'endroit du CPS. La première chose, c'est que je souhaite que vous fassiez siennes les conclusions et recommandations du rapport excellent qui a été présenté par la Commission. Deuxième élément, je voudrais que ce Conseil rappelle aux partis, en particulier aux partis qui n'ont pas encore paraphé le document, de respecter les engagements pris, mais aussi de comprendre qu'il y a des règles dans un processus de négociation. Quand on rentre dedans, il faut respecter ces règles. Excellence Diop a souhaité que l'appui et le soutien de l'Union africaine en général, du CPS en particulier, amènera les groupes armés à parapher et à signer le document d'ici la fin du mois d'avril, puisque les négociations ne pourront s'éterniser et le temps est compté. Le temps n'est pas avec nous. L'absence d'accord comporte des risques énormes que les ennemis de la paix sont déjà en train d'exploiter. Au cours du seul mois de mars, Bamako, la capitale du Mali, a été frappée pour la première fois par un attentat terroriste le 7 mai, qui a causé des pertes en vies humaines, dont 5 personnes, deux ressortissants étrangers, l'un de Belgique, un Français et 3 Maliens. Le lendemain, les villes de Gao et de Kidal ont été également visées le lendemain par des tirs de roquettes. Le statu quo actuel nous expose à la recrudescence de la violence dont personne ne peut prédire l'issue. Il n'y a pas d'alternative à la paix et un retour en arrière n'est ni possible ni acceptable, a-t-il conclu.
À noter que tous les intervenants, notamment l'Algérie, le Nigeria, la Guinée, les Nations Unies, l'Union européenne, le Royaume-Uni et les États-Unis ont tous noté la pertinence du document et son caractère consensuel. La France a salué la décision des parties qui ont signé l'accord et réaffirmé que le document doit être signé en l'état. A signaler que le ministre Diop a offert un déjeuner en marge du CPS en l'honneur des ambassadeurs des pays membres de la CEDEAO, plus le Tchad, la France, la présidente du CPS et le commissaire paix et sécurité. Objectif, partager les perspectives du gouvernement sur le processus de paix et solliciter un appui plus accru des pays membres de la CEDEAO. Dans le cadre de la restitution du projet d'accord de paix pour le Mali, le ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la reconstruction du Nord est en mission à Niamey au Niger. Juste après la rencontre avec la colonie malienne, le ministre Konaté a été reçu par le président de la République du Niger, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, à sa résidence au plateau. Le ministre Konaté est au micro de nos envoyés spéciaux à Niamey. Brahima Koulibaly, Garibou Pérou. J'étais porteur d'un message d'amitié, de fraternité et de grande camaraderie du président Ibrahim Boubacar Keïta à son camarade et frère, le président Mahamadou Issoufou. Nous avons à cette occasion échangé sur un certain nombre de questions d'intérêt commun entre nos deux pays. Donc vous savez que ce sont des pays très amis. Et c'est pratiquement le même peuple. J'ai porté au président le message de remerciement, mais aussi le message de fraternité pour le rôle que le Niger a joué dans la lutte contre l'occupation de notre pays, mais aussi dans la quête de la paix et sa consolidation. C'est aussi le lieu de saluer et de remercier le gouvernement du Niger qui a reçu mes compatriotes qui m'ont tous dit nous nous sentons bien au Niger, nous nous sentons comme chez nous au Niger. Parfois même certains m'ont dit nous nous sentons mieux ici. Grâce à l'effort conjugué de tous les amis du Mali, parmi lesquels le Niger. Et une fois que nous serons sortis de cela, le meilleur indicateur, ce sera le retour de nos compatriotes chez nous. Le Conseil national du patronat du Mali a servi de cadre aux travaux de l'Assemblée générale ordinaire d'information sur le rapport d'activité 2014 de l'Organisation patronale des entrepreneurs de la construction du Mali. Il s'agit pour les professionnels de ce secteur, pourvoyeurs d'emploi, de tirer la sonnette d'alarme sur les difficultés qu'ils rencontrent afin de trouver les voies et moyens de les résoudre. La cérémonie est placée sous la présidence du ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement, Mamadou Hachim Koumaré, compte rendu de Lamine Keïta. Avec seulement 50% du marché national, les entrepreneurs locaux du secteur des bâtiments et des travaux publics souffrent énormément de la concurrence déloyale. En plus de cela, certains parmi eux subissent les conséquences de la crise de 2012. C'est pour débattre de tout cela et faire des propositions que se tient cette Assemblée générale. Il y a d'abord des priorités à court terme et des priorités à moyen terme. À court terme, les entreprises ont des dettes avec l'État. Il s'agit d'abord d'appuyer ces dettes-là. Aussi, pour avoir accès aux différents marchés, il y a aussi les conditions d'éligibilité qu'il faut essayer d'amoindrir pour permettre aux entreprises nationales de pouvoir participer à ces appels d'offres. Et il y a un dernier point qui me semble très important, c'est la participation de nos entreprises aux grands travaux. Pour cela, il faut nécessairement une volonté politique pour que nos entreprises puissent avoir des sous-traitances avec les entreprises étrangères de 30 à 40%. Pour sa part, le ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement a assuré les entrepreneurs locaux de l'accompagnement de l'État. Le développement socio-économique du Mali, l'atteinte de la croissance, surtout les 7%, ne peut se faire que lorsqu'on investisse dans les BTP. Ils doivent être vraiment les acteurs clés, mais pas seulement les passagers dans ce développement. Nous allons nous mettre à travailler avec eux pour mettre en place des structures performantes, des législations adaptées pour que nous puissions tous jouer ce rôle de développement moteur de notre économie. En tout cas,
le secteur des bâtiments et des travaux publics, considéré comme moteur de l'économie, a besoin d'être assaini et revalorisé. Le Forum social mondial se tient actuellement en Tunisie. Une importante délégation malienne prend part à cette rencontre dont le thème porte cette année sur le droit et la dignité. La délégation s'était auparavant retrouvée en conclave ici à Bamako autour du thème des mers. Et c'est un reportage signé Magafine Konaté. Voilà, l'élément n'est pas encore prêt. On va donc poursuivre ce journal en attendant que tout cela redevienne normal. Le parc national a servi de cadre pour la célébration de la quinzaine de la francophonie initiée par l'ambassade du Canada au Mali, organisée par Dielis, agence de prestations. La journée a été marquée par des spectacles de marionnettes, de percussions, de rap et de poésie avec à la clé plusieurs artistes invités. Une façon pour l'ambassade de mieux faire connaître le Canada par les jeunes venus nombreux à ce spectacle. Il faut rappeler que plusieurs millions de Canadiens s'expriment en français. Pour preuve, à Québec, l'une des plus grandes villes du pays, 84% de la population s'exprime en français, ce qui fait du Canada l'un des pays pilotes de la francophonie. Élection présidentielle au Nigeria. 56 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes aujourd'hui pour élire un nouveau président. Deux candidats sont en lice. Le président sortant Goodluck Jonathan, bien entendu, et Muhammadu Buhari. Comme craint par les autorités, des combattants de Boko Haram ont attaqué des électeurs dans le nord-est du pays ce samedi. Le bilan provisoire des deux attaques recensées est de 7 morts. Voyons tout cela avec Sidiki Dambélé. Ce sont quelques 56 millions de Nigérians qui étaient invités ce samedi, équipés de leur carte d'électeur personnelle pour départager les deux candidats en lice. Il s'agit du président sortant Goodluck Jonathan, candidat à sa réélection, et Muhammadu Buhari. Dans ce scrutin le plus serré de son histoire, les géants de l'Afrique pourraient voir les partis de l'opposition APC, All Progressive Congress, accéder au pouvoir. Malgré les craintes d'attentats et la peur de débordement des violences religieuses entre chrétiens et musulmans, les électeurs ont voté avec une immense ferveur. Et comme craint par les autorités, des combattants de Boko Haram ont attaqué des électeurs dans le nord-est du pays. Le bilan provisoire des deux attaques recensées est de 7 morts. Le mois dernier, Abouakar Shekau, chef du groupe islamiste armé Boko Haram, avait menacé de faire échouer le processus électoral qu'il considère comme non conforme à l'islam. Et au total, il y a eu ce samedi 2 séries d'attaques. La première en fin de matinée dans l'état de Gombe, où des hommes armés se sont mis à tirer sur des électeurs devant un bureau de vote. Ils ont tué 5 personnes. Et un peu plus tôt, 2 autres localités du même état avaient été prises pour cible au cours d'un raid qui a tué 2 personnes. Pour ce qui est du reste du pays, hormis l'explosion d'une bombe dans un bureau de vote dans le sud du pays, sans aucune victime, le scrutin s'est globalement déroulé dans le calme. Ce sont surtout des retards qui ont émaillé les opérations. Un scrutin perturbé également par les défaillances du nouveau système de vote électronique. Voilà, ici à Bamako, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Issaka Sidibé, a donc effectué du 21 au 25 mars dernier une visite d'amitié et de travail à la Havane, à Cuba, à l'invitation de son homologue cubain, l'honorable Esteban Lazo Hernandez. Au cours de cette visite, outre la séance de travail avec son homologue cubain, l'honorable Issaka Sidibé s'est entretenu avec le chef du département des relations internationales, membre du comité central du Parti communiste de Cuba, ainsi que le vice-ministre du commerce extérieur, des investissements et de la coopération internationale. Les échanges entre les présidents des parlements cubains et maliens ont porté, entre autres sujets, sur l'excellence des relations historiques existant entre les deux pays et leur commune volonté de les raffermir davantage. Dans le cadre de la diplomatie parlementaire, l'honorable Issaka Sidibé a également profité de l'occasion pour faire le point de l'évolution de la situation politico-sécuritaire dans notre pays depuis les événements de mars 2012. Le président Esteban Lazo Hernandez a salué le soutien inconditionnel apporté par le Mali à son pays dans le cadre de la demande de levée de l'injuste embargo imposé à son peuple. Il a assuré son interlocuteur du soutien de Cuba à notre pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, de même que dans la recherche de la paix.
À l'issue des échanges et à la demande de l'honorable Issaka Sidibé, la partie cubaine a décidé de rétablir pleinement sa coopération avec le Mali suspendue depuis les événements de mars 2012. Il s'agira, dans un premier temps, du retour des brigades médicales et de la reprise de l'opération Mali Gros. Dans un second temps, Cuba mettra à la disposition de notre pays des enseignants dans le domaine de la musique, du sport, des arts et de la culture. Le président Sidibé a enfin eu l'honneur de déposer une gerbe de fleurs au monument de José Martí, héros national cubain. La visite du président de l'Assemblée nationale commentée donc par Lamine Keïta. Le paraphe de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger est un bon accord. 3 raisons suffisent à cela pour notre pays. Ces propos sont du ministre de la Réconciliation nationale, Zahabi Ould Sidi Mohamed, extrait d'un entretien spécial sur le processus d'Alger avec Moussa Ari Maïga. Cet accord, il est un accord positif. Il est un accord qui permet aux Maliens de se retrouver et de discuter sur les questions qui sont des questions de fond posées par certains, par une partie des populations maliennes. Étant donné qu'il est un cadre qui puisse permettre ce dialogue, qui puisse permettre ces retrouvailles entre Maliens, pour moi il est bon. Il est bon d'abord aussi parce que pour une fois au moins nous avions l'ensemble de la communauté internationale qui trouve qu'une solution, la solution qui dégage cet accord est une solution qui a l'adhésion de cette communauté internationale. Et que les revendications maximalistes ne sont pas acceptées. Donc je peux dire qu'il est bon sur ce point. Deuxième point, non moins important, c'est que nous avions aussi non seulement l'adhésion de cette communauté qui l'approuve, mais également, pour une fois, dans un accord de paix aussi, nous avions cette même communauté internationale qui s'engage à nous accompagner dans sa mise en œuvre, tant sur le plan politique, tant sur le plan financier, que sur le plan logistique et autres. Et en fait, le même document prévoit que ceux qui ne voudraient pas de la paix, aussi que cette même communauté internationale s'engage à prendre les actions appropriées contre ceux qui ne veulent pas de la paix. Alors, par rapport à ces 3 points, je peux dire sans hésiter que l'accord est bon. Voilà, demain, l'ORTM vous proposera l'intégralité de cet entretien du ministre de la Réconciliation nationale juste après le journal de 20h. Un entretien dirigé par Moussa Arimaïan dans l'émission Mali Objectif Paix Réconciliation. Le Parti africain pour la solidarité et la justice, ADEMA PAJ, a tenu sa 13e conférence nationale ce matin à la Maison des aînés. Les problèmes actuels de la nation et la vie du parti ont été les principaux sujets évoqués au cours de cette conférence nationale. Compte rendu de Abdul Karim Kaba. Le paraphe de l'accord d'Alger, le problème du Nord, l'unité et la cohésion au sein du parti, c'est autour de ces thèmes que se tient la 13e conférence nationale du Parti africain pour la solidarité et la justice ADEMA PSJ. Unité et cohésion, ça ce sont les ingrédients indispensables pour le bon fonctionnement de n'importe quel regroupement humain. C'est vrai, chaque fois qu'il y a élection, il y a choix de candidats. Maintenant que les élections sont passées, nous avons décidé de travailler à aplanir toutes ces incompréhensions. Et Dieu merci, là où nous sommes, cela est pratiquement un acquis. Pour notre pays, il n'y a pas d'alternative à ces négociations et il n'y a pas d'alternative à la paix. C'est pourquoi nous disons qu'il est important que l'ensemble de notre pays se mobilise derrière cet accord afin que nous puissions, au moment de sa mise en œuvre, faire en sorte que les aspects qui inquiètent les uns et les autres puissent être gérés de manière à éviter les risques que les uns et les autres craignent. Les partis invités et les délégués venus de divers horizons ont largement débattu les différents points essentiels pour le redressement de la nation.
les militants n'ont pas manqué d'exprimer leur envie de voir l'ADEMA PSJ revenir sur la scène politique à travers les prochaines élections régionales et communales. J'attends que des bases solides soient données aujourd'hui, que les poutres d'une ADEMA solide de demain soient désormais posées pour qu'au prochain congrès déjà, que nos textes soient peaufinés et qu'ils soient adaptés à la réalité. Il est temps pour les cadres du parti de se ressaisir. Il est temps pour les cadres du parti de se donner la main. Parce que c'est seul dans la cohésion que nous pouvons revenir au pouvoir. C'est bien possible. Nous sommes incontestablement le parti majoritaire, mais l'ADEMA s'apparentait ces dernières années à une troupe sans commandement. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons doter dans 2 mois notre parti d'une direction forte, capable de mettre les militants en ordre de bataille pour les conquêtes futures du pouvoir. Cette conférence servira de cadre pour l'ADEMA PSJ d'évaluer le parcours du parti en vue d'en tirer toutes les leçons pour mieux préparer le congrès ordinaire qui se tiendra les 24 et 25 mai prochains. Le parti Union pour la République et la démocratie URD a tenu à Ségou ce samedi sa conférence régionale. Les militants et sympathisants venus des cercles de la 4e région ont échangé sur la vie du parti, les élections futures et les préoccupations nationales de l'heure. Au terme des travaux, une fédération régionale URD est mise en place pour la concertation et la coordination des activités du parti. Reportage de Fousséni Samake. Au cours de cette conférence régionale du parti Union pour la République et la démocratie URD, les militants, sympathisants et amis du parti ont échangé sur, entre autres, la vie du parti, l'implantation de l'URD dans la région, les élections futures et les préoccupations nationales du moment. C'est l'occasion au sein du parti de nous retrouver après le renouvellement de nos structures et de notre congrès. Je remercie tous les partis qui ont accepté de faire le déplacement pour nous accompagner. On a parlé aussi un peu de l'opposition, parce que comme vous le savez, le parti vient de désigner le camarade Soumaïla Cissé comme chef de file de l'opposition. Il fallait qu'on donne des explications. Dans le cadre de la concertation et la coordination au niveau régional, une fédération régionale est mise en place par les délégués venus de 7 cercles de la région en vue des élections futures. La fédération a pour objet principal de coordonner et de faire la concertation entre les différentes sections relevant des régions. C'était un chaînon qui manquait dans l'architecture organisationnelle de notre parti. Le nouveau bureau de 16 membres de la Fédération régionale URD de Ségou est désormais dirigé par Pendare Traoré. Voilà, vous l'avez entendu, à l'issue de la rencontre de Ségou, un nouveau bureau de 16 membres a été mis en place avec à sa tête Mme Djiré Pendare Traoré. Les accords d'Alger au cœur d'une rencontre intercommunautaire à Toya, dans le cercle de Tombouctou. À l'instar des autres localités, les populations du Nord, et particulièrement celles de la région de Tombouctou, s'investissent dans une campagne de sensibilisation pour expliquer le contenu de l'accord paraphé par le gouvernement du Mali, au seul motif de retrouver une paix définitive. Reportage de Yaya Tandina. C'est à la faveur d'une rencontre intercommunautaire que la commune rurale d'Alafia, cercle de Tombouctou, a tenu à expliquer les accords d'Alger. Ici, les populations ont bénéficié de l'expertise du professeur Abdraman Touré qui a participé à toutes les étapes des négociations à Alger. Je dis bien au total et absolument au total, les accords sont favorables aux communautés. Elles sont fondatrices de la paix, elles sont une base pour aller à la réconciliation des cœurs et des esprits. Elles sont le socle nécessaire pour bâtir le développement économique et social sur l'ensemble du territoire, y compris dans les régions du Nord, parce qu'in fine, c'est à cela qu'il faut parvenir. Une paix globale pour un développement durable. Leaders communautaires, chefs religieux et partenaires en développement ont suivi avec intérêt ces moments d'échange. Pour les participants, cet accord est la solution à leurs problèmes et s'engage à relayer l'information. Pour la première fois, j'ai compris ces accords qui prennent en charge mes préoccupations. Il s'agira pour moi de restituer aux autres une fois de retour au village. Cependant, je voulais demander à mes frères qui n'ont pas encore paraphé de le faire pour qu'ensemble nous nous occupions du développement. La rencontre intercommunautaire a bénéficié de l'assistance technique et du soutien de la Jeune Chambre internationale et de l'ONG Endamali.
L'accord de paix paraphé à Alger mérite l'implication de tout le monde. C'est pourquoi la promotion 1998-2002 de la faculté des sciences juridiques et économiques, qui porte le nom de Maître Harouna Touré, a organisé un point de presse. Maître Harouna Touré, qui est l'un des acteurs de cet accord, a expliqué le contenu du document au micro de Abdelkarim Kaba. Nous sommes retrouvés aujourd'hui sur l'accord pour partager et discuter sur le plan politique, sur le plan intellectuel et sur le plan juridique des termes et de l'esprit de cet accord. L'important, c'est le visible. Nous avons affaire autour de moi à des jeunes qui ont besoin de connaître l'histoire de cet accord, d'en connaître le pourquoi, le comment, quels sont ses objectifs immédiats et futurs, et qu'est-ce que la jeunesse malienne peut tirer de cet accord qui a été déjà convenu entre les différentes parties. Et j'attends des jeunes qu'ils s'en approprient, qu'ils le partagent, qu'ils le vulgarisent, pour que demain, il puisse y avoir un nouveau contrat social entre les gouvernants et les gouvernés et que les jeunesses maliennes puissent en tirer un grand avantage. Un message à lancer, c'est, comme d'habitude, la mobilisation des esprits et des cœurs en faveur de notre pays. Le 3e congrès du syndicat national des commerçants détaillants du Mali, SINACODEM, s'est tenu aujourd'hui au CICB. Au menu de cette rencontre, la présentation du rapport des activités menées par le bureau sortant. Il s'agira également de revoir les règlements intérieurs du SINACODEM et constituer un nouveau bureau. Rachel Tessougé. Après 4 années d'exercice, le bureau sortant du syndicat national des commerçants détaillants du Mali, SINACODEM, revient sur son parcours. Le président du syndicat explique les actions menées dans le but de satisfaire la clientèle et en même temps de préserver les droits des commerçants. Les commerçants détaillants avaient besoin d'être entendus par les actions du SINACODEM, a fait que partout maintenant où il y a des points de discussion par rapport aux commerçants d'État, nous sommes écoutés. On a eu à s'impliquer à côté de l'État et les différents mairies pour que les commerçants d'État puissent laisser le territoire pour avoir des places convenables. Le ministre des Mines remercie les membres du SINACODEM pour le rôle important qu'ils jouent dans le domaine du commerce. Il les exhorte à cultiver un esprit d'unité au sein de la grande famille des commerçants. Sur toute l'étendue de notre territoire, ce sont vous, les détaillants, qui sont présents auprès des populations, évitant ainsi une rupture dans la chaîne de distribution. De 2012 jusqu'à aujourd'hui, le SINACODEM a été très constant auprès du gouvernement. Je voudrais aussi vous inviter à resserrer vos rangs, à vous unir. Cheikh Oumar Sako est reconduit pour un second mandat à la présidence du SINACODEM. Rappelons que le SINACODEM est né en mai 2005. Ce syndicat se veut un pool de propositions et de prise de décision afin de répondre convenablement aux aspirations des commerçants détaillants du Mali. À présent, le contenu de cette motion de soutien à son Excellence, M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, chef de l'État, motion de soutien des membres de l'Association des fonctionnaires et diplomates à la retraite du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, réunis en Assemblée générale ordinaire le samedi 21 mars 2015 dans la grande salle multifonctionnelle du Carrefour des Jeunes, en commune 3 du district de Bamako. Les membres de l'association apprécient hautement toutes les démarches entreprises par le président Ibrahim Boubacar Keïta et les membres de son gouvernement, notamment le ministre Abdoulaye Diop, chargé des Affaires étrangères, et le ministre Zabi Sidi Ould Mohamed, chargé de la réconciliation nationale pour le retour de la paix au Mali. Il salue fermement l'engagement de son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, premier diplomate du Mali, pour la réconciliation nationale et pour une paix définitive et durable dans le nord du Mali à travers les efforts menés dans le processus d'Alger, et ne désespère pas un seul instant que la partie qui n'a pas encore paraphé l'accord ne tardera pas à le faire et saisisse l'occasion pour saluer la médiation de toutes les parties qui se sont impliquées dans le processus d'Alger. Plus de 2800 livres, c'est le lot d'ouvrage remis lundi par l'association étudiants solidaires de France à l'ONG Al-Farouk du Mali. La cérémonie présidée par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme avait pour cadre l'Université Sahel à l'ACI 2000 Amdalaï. Commentaire de Modibo Soiré.
Cette remise de livres est la première étape d'une série de dons aux universités du Mali par l'Association étudiants solidaires de France. Cette action humanitaire en faveur de l'ONG El Farouk du Mali se veut une contribution de l'Association étudiants solidaires de France pour améliorer les conditions de travail des universitaires. Cette contribution modeste permettra à coup sûr de renforcer les capacités intellectuelles des élèves étudiants qui fréquentent la bibliothèque à venir consulter ces livres. Au total, 120 cartons composés de manuels de littérature, de philosophie, de biologie, de mathématiques et bien d'autres matières. C'est un projet auquel les jeunes sont très attachés parce que c'est la condition de notre propre réussite, parce que c'est la meilleure façon de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice et d'aider nos frères. Les livres conduisent aux routes du développement. L'association étudiants solidaires de France, l'ayant bien compris, met à disposition de l'Université du Sahel près de 2800 livres et s'appelle dans un futur proche à collecter encore plus de livres pour toutes les régions du Mali. Cette cérémonie de remise des dons a pris fin par la signature d'une convention entre les donateurs et l'Université du Sahel. Début hier vendredi dans la capitale du Kénédougou de la première édition du Festival international artisanal et culturel de Sikasso, une initiative de l'association des tailleurs de Sikasso qui regroupe des participants venus des pays de la sous-région, du Maroc et des autres villes du Mali. La cérémonie d'ouverture était présidée par le gouverneur de la région en présence de plusieurs personnalités politiques et administratives. Sékou Konaté. Pour cette première édition du Festival international artisanal et culturel de Sikasso, initié par l'association des tailleurs, les festivaliers sont venus du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Maroc et des régions du Mali. Le thème retenu est paix et réconciliation. Fort de cette crise, les tailleurs inspirés ont développé des initiatives qui ont abouti à l'organisation de ce festival qui du reste est placé sous le signe de la paix et de la réconciliation au Mali. Pendant 4 jours, les artisans feront étalage de leur savoir-faire en matière de coupe et couture à travers expositions et défilés de mode. Aussi, une place sera faite à d'autres secteurs d'activité. Cette activité, faut-il souligner, va au-delà de la commune urbaine. Elle va permettre de vendre l'image de la région tout entière. Aussi, elle rentre en droite ligne des orientations de développement définies par le Conseil régional. Le festival, au-delà de sa dimension artisanale et culturelle, est un véritable instrument de développement économique et social de la région. Le festival est aussi un signe de la paix retrouvée et de la réconciliation. Nous sommes à la première édition, chose qui n'est pas aisée. Je demande aux initiateurs et aux organisateurs d'être plus persévérants avec beaucoup de courage pour la réussite et la pérennisation de ces festivals. La visite des stands a permis aux invités d'avoir déjà un avant-goût de ce que ce festival réserve. Sketch sur la réconciliation et la paix et les danseurs Dogon ont déjà annoncé les couleurs d'une semaine qui s'annonce pleine. Sport football, championnat national de Ligue 1 au compte de la 11e journée. La SRL a été battue 1-0 par le CS Dougou-Olonfla, saltant pour le gros calibre. C'est par ce même score que l'ASB s'est imposé devant l'USFAS. Résumé des 2 matchs avec Abdul Karim Kaba. Après avoir laissé filer sa chance à plusieurs reprises durant la première période qui est bouclée à 0 but partout et une partie de la deuxième mi-temps, le Real s'est fait surprendre par le CS de Olonfla à 8 minutes de la fin du match. Sous la menace des Bleus, Adama Ballo du Real marque contre son camp. 1-0 pour le CS de Olonfla. Résultat final. Je suis content parce que je viens de battre le Real. Ce n'est pas donné à toutes les équipes. Vraiment, je suis content pour nos joueurs, pour cette victoire. On est venu, c'était pour ne pas perdre. Mais Dieu a fait, on a gagné. Je remercie mes jeunes. C'est vrai, on a dominé le match, mais c'est une domination réellement sans... Je crois que c'est vain parce que réellement tu n'as pas d'occasion. Et quand tu domines, tu dois avoir des occasions de but. Tu dois te créer des occasions de but.
Et aujourd'hui, je pense que nous avons joué sur le plan offensif, nous avons joué réellement en dessous de notre valeur. Sur le retour de Djadji Samasekou et Souleymane Koulibaly, après la CAN Junior, n'a pas été fructueux pour le Real. C'était le contraire pour Sori Ibrahim Traoré pour l'ASB. Le portier des Aiglons aura permis à son équipe de gagner en championnat face à l'USFAS. Alassane Tamboura a inscrit ce but à la 17e minute. En deuxième période, malgré les tentatives des militaires, Sori Ibrahim Traoré garde bien sa cage jusqu'à la fin du match. Et c'est Siragatou Sissé qui nous signale que cette 11e journée s'est poursuivie cet après-midi avec 2 matchs à Ségou. L'AS Bakarian de Barouni et le Mamaïra AC de Kati ont fait match nul 0-0. Et c'est par ce même score qui a sanctionné le choc au sommet. COB 11 créateurs de Nyarela. Avec ce nul, l'équipe des 11 créateurs garde toujours le fauteuil de leader avec 21 points devant le COB 20 points plus 8 et le CS Dougoulonfla 20 points plus 7. Cette 11e journée s'achève demain dimanche avec le duel entre le Nian de Koulikoro et le Djoliba AC. Et puis l'Assemblée nationale qui a donc adopté en décembre 2014 la loi relative à la réforme de l'impôt synthétique qui est désormais calculé au taux unique de 3% applicable au chiffre d'affaires déclaré par le contribuable. Le nouveau système contribue au changement majeur, constitue un changement majeur. Il vise à simplifier davantage cet impôt et à améliorer sa gestion ainsi que les relations entre l'administration fiscale et le contribuable. Il devra contribuer à élargir l'assiette fiscale. La Direction générale des impôts vous en dit plus à travers un magazine qui sera diffusé après ce journal qui s'achève. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur votre télévision nationale. Bonsoir.